Bonjour à toutes et à tous. On va corriger aujourd'hui l'exercice 2 du sujet de Polynésie du jour 2 de mars 2023. Donc en mars 2023, il y a eu deux sujets de Polynésie, premier jour, deuxième jour, nous c'est deuxième jour et donc c'est l'exercice 2 qui porte sur la géométrie dans l'espace. Rien de spécial dans cet exercice, un exercice relativement classique, pas de questions trop particulières. Si vous pensez que la fin est un peu spéciale, en réalité, il y a d'autres sujets qui existent et qui sont exactement sur le même mode de fonctionnement. Donc voilà, je vous encourage à le faire sérieusement. On y va. Alors, l'espace est muni d'un repère orthonormé OIJK. On considère donc un point A, un plan P1, un plan P2, une droite avec une représentation paramétrique. Première question, justifier que les plans P1 et P2 sont parallèles. Alors l'idée dans cette question, donc là on nous demande de montrer que deux plans ne sont pas parallèles, mais finalement, donc tout ça c'est une question de parallélisme entre plans. Alors on va rappeler comment on pourrait montrer que deux plans sont parallèles, et donc comment on peut montrer que deux plans ne sont pas parallèles. Eh bien, on peut utiliser, quand on a des équations cartésiennes des plans, le mieux c'est d'utiliser les vecteurs normaux au plan. Parce qu'il est facile à partir d'une équation cartésienne de plan de trouver un vecteur normal. Par exemple, pour le plan P1, eh bien, vous savez que le vecteur qui a pour coordonnées 5, 2, 4 est un vecteur normal à P1. Et pour P2, le vecteur de coordonnées 10, 14, 3 est un vecteur normal à P2. Donc, à partir de ce moment-là, on peut se rappeler que deux plans sont parallèles si et seulement si des vecteurs normaux à chacun de ces plans sont collinéaires. Donc nous, pour montrer que des plans ne sont pas parallèles, eh bien, on va montrer que on va trouver un vecteur normal de P1, un vecteur normal de P2, et on va montrer que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. S'ils ne sont pas collinéaires, ça veut dire que les plans ne sont pas parallèles. Alors, je commence par montrer un vecteur normal à P1, donc le vecteur de coordonnées 5, 2, 4. C'est un vecteur normal au plan P1. Ensuite, le vecteur N2 de coordonnées 10, 14, 3. C'est un vecteur normal, cette fois-ci, à P2. Et donc maintenant, il faut que j'arrive à montrer que N1 et N2 ne sont pas collinéaires. J'aurais montré que les plans P1 et P2 ne sont pas parallèles. Alors, je vais me poser la question de qu'est-ce que ça veut dire qu'être collinéaire et qu'est-ce qu'il faut pour cela. Et donc, je vais me poser la question à savoir, existe-t-il un réel K tel que N2 est égal à K fois N1? Puisque finalement, c'est ça, être collinéaire pour deux vecteurs, c'est qu'il y en a un qui est égal à K fois l'autre. Donc ici, par exemple, N2 est égal à K fois N1. Alors, cette égalité est équivalente à dire que, eh bien, en fait, il faut qu'il y ait cette relation sur chacune des coordonnées. Donc, ça veut dire que les coordonnées de N2 sont égales à K fois les coordonnées de N1. Donc, ça donne quoi? Ça donne les coordonnées de N2, 10, 14, 3, seraient égales à K fois les coordonnées de N1. Donc, N1, c'est 5, donc 5 fois K. 2, 2 fois K, et 4, donc 4 fois K. Et donc, ce système, on essaie de le résoudre. Si on trouve une valeur de K possible, ça veut dire que le K qui était là existait, donc N1 et N2 sont collinéaires et donc les plans sont parallèles. Et si on n'arrive pas à le résoudre, eh bien, ou plutôt si on s'aperçoit qu'il n'a pas de solution, eh bien, ça veut dire que finalement, le K qui était là n'existait pas. Donc, si 10 est égal à 5 fois K, ça veut dire que K est égal à 10 divisé par 5, c'est-à-dire 2. Ici, ça veut dire que K est égal à 14 divisé par 2, donc K est égal à 7. Donc, on voit déjà que le système va être impossible, n'aura pas de solution. Et ici, on a que K est égal à 3 quarts. Donc ici, on a un système qui est impossible, qui n'a pas de solution. Parce que c'est impossible que K soit égal à 2 et que K soit égal à 7. Donc ce système n'a pas de solution. Ça veut dire que le fameux K qu'on cherche n'existe pas. Donc si le K qu'on cherche n'existe pas là, il n'existe pas là. Et donc ça veut dire que N1 et N2 ne sont pas collinéaires. Et que donc les plans P1 et P2 ne sont pas parallèles. Voilà, donc on a fini notre première question. Question assez classique à savoir faire. Alors, dans la question 2, on nous demande de démontrer que la droite D est en fait la droite d'intersection de P1 et de P2. Donc effectivement, P1 et P2 ne sont pas parallèles, donc on sait que ces deux plans sont séquents, et quand deux plans sont séquents, eh bien, leur intersection est une droite. Donc, le tout, donc on sait déjà que l'intersection est une droite, maintenant la question c'est de montrer que
c'est bien cette droite-là, bien la droite D. Alors pour cette question, moi je vois trois grandes méthodes qui se dégagent. On aura la méthode 1, qui va être celle que je vais faire dans cette vidéo. La méthode 1, ça va être de montrer que la droite D est inclue dans le plan P1 et que la droite D est inclue dans le plan P2. Voilà. Donc ça va être D inclus dans P1 et D inclus dans P2. Donc voilà. L'ensemble des points de la droite est inclus dans l'ensemble des points du plan. Et pareil pour le deuxième plan. Si j'arrive à faire ça, si j'arrive à prouver que la droite D est inclus dans P1 et inclus dans P2, donc ça veut bien dire que la droite D est dans l'intersection de P1 avec P2. Et donc si la droite D est dans l'intersection de P1 avec P2, vu qu'on sait que l'intersection est une droite, bah, c'est finalement l'intersection, c'est que la droite D. Pour la méthode 2, qui serait un petit peu finalement la même, ce serait de déterminer, donc ce serait de montrer que la droite D est inclue dans P1 et que la droite D est inclue dans P2 en utilisant non pas toute la représentation paramétrique comme je vais le faire juste après, mais simplement en choisissant deux points de la droite D grâce à la représentation paramétrique, en prenant par exemple un point A qui serait donc le point de référence ici 1, 0, 3, et prendre un deuxième point de cette droite. Donc je prendrai pour t égale 1 par exemple, donc ça donnerait 1 plus 2 fois 1, donc 3, moins 1, et 3 moins 2 fois 1, donc 1. Voilà. Donc là, j'ai deux points qui appartiennent à la droite D. Eh bien, je pourrais montrer que chacun de ces deux points appartiennent à la fois au plan P1 et à la fois au plan P2, ce qui reviendrait à montrer que du coup, toute la droite D appartient bien à P1 et à P2, et donc la droite D est bien la droite intersection de P1 et P2. Et la dernière méthode, la plus compliquée, ce serait de résoudre le système qui nous donnerait l'intersection de P1 avec P2. Donc ce serait résoudre le système 5x plus 2y plus 4z égale 17 et 10x plus 14y plus 3z égale 19. Et donc là, ce serait résoudre ce système. Et dans ce système, vous voyez que vous avez deux équations pour trois inconnus. Donc il y a une inconnue que vous allez poser comme étant égale au paramètre. Alors mon petit conseil, ce serait ici de poser y égale moins t. Et après, vous essayez d'exprimer x et z en fonction de t. Et vous allez retomber exactement sur cette représentation paramétrique. Celle que je vais faire moi, c'est la méthode 1. C'est de montrer que la droite D, en prenant directement la représentation paramétrique, est inclus dans P1 et également dans P2. Donc en fait, je vais montrer que tout point de la droite D appartient au plan P1. Donc je sais que ce qu'ont en commun tous les points de la droite D, c'est qu'il existe un t tel que leur x vaut 1 plus 2t, leur y vaut moins t, leur z vaut 3 moins 2t. Donc finalement, ici je vais prendre le début de l'équation ici de P1, je vais remplacer x, y, z par les coordonnées de n'importe quel point de la droite D pour regarder si ça fait toujours 17. Si c'est le cas, ça veut dire que tous les points de la droite D appartiennent au plan P1. Donc, je vais reprendre ce calcul-là. Pour l'instant, je ne sais pas encore si ça fait 17. Si ça fait 17, ça voudra dire qu'on appartient au plan P1. Sinon, ça veut dire qu'on n'appartient pas. Donc, je vais remplacer x, y, z par les coordonnées d'un point de la droite D. Donc ici, 1 plus 2t, moins t et 3 moins 2t. Donc ça va nous donner 5 facteurs de 1 plus 2t, plus 2 fois y qui vaut moins t pour un point de la droite D, plus 4 fois le z du point de la droite D, donc 3 moins 2t. Et donc ça, je vais regarder, je vais calculer ce que ça donne. Donc 5 fois 1, 5, plus 5 fois 2t, c'est-à-dire 10t, moins 2t, plus 12, 4 fois 3, et 4 fois moins 2, donc moins 8t. Ce calcul me donne donc ici, si on compte les t, donc il y a 10t, moins 2t, ça va nous donner 8t, moins 8t, on va tomber à 0t.
Et du coup, il ne reste plus de t, donc on est à 5 plus 12 qui donne 17. Donc ça veut dire que tout point de la droite D appartient à la droite P1. Donc ça veut dire finalement que la droite D est inclue dans le plan P1. Donc D est inclus dans P1. Il me reste à faire la même chose avec le plan P2. Donc je prends n'importe quel point de la droite D, donc je choisis un T appartenant à R, et je vais calculer 10 fois 1 plus 2t, plus 14 fois moins t, plus 3 fois 3 moins 2t. Voilà. Et je vais regarder si ce calcul me donne 19. Donc ça donne 10 fois 1, 10, plus 10 fois 2t, donc 20t, moins 14t, plus 3 fois 3, 9, plus 3 fois moins 2t, donc moins 6t. Est-ce que vous voyez encore quand j'écris? Oui, très bien. Donc du coup, ça me donne 20t moins 14t moins 6t. Ça s'annule. Il me reste 10 plus 9, c'est-à-dire 19. Donc finalement, je peux conclure que la droite D est aussi incluse dans P2. Du coup, ça veut dire que D est dans l'intersection de P1 et P2. Donc D est incluse dans l'intersection de P1 et de P2. Et donc ça veut dire que finalement D est l'intersection de P1 et P2, puisqu'on sait que l'intersection de P1 et de P2, eh bien, c'est une droite. Donc finalement, D est bien la droite intersection de P1 et P2. Et donc voilà qui vient conclure la question. Donc encore une fois, ça c'est une méthode, c'est pas la seule. Je vous ai expliqué un petit peu les autres qu'on pourrait faire. À mon sens, c'est peut-être la plus rapide, celle-là. Ça nous amène à la question 3A. Vérifier que A n'appartient pas à P1. Alors A, pour rappel, c'est le point qui a pour coordonnées 1, moins 1, moins 1. Donc il faut juste vérifier que A n'appartient pas à P1, qui avait cette équation cartésienne. Donc on a l'équation cartésienne qui nous a été donnée par l'énoncé pour P1. On a les coordonnées du point A. Donc on nous demande de vérifier que A n'appartient pas à P1. Donc je vais essayer de mettre ces coordonnées ici et de regarder si ça donne bien 17 ou pas. Si ça donne 17, eh bien ça veut dire que le point A appartient à P1. Et si ça donne autre chose, ça veut dire que le point A n'appartient pas à P1. Donc on essaye. 5 fois 1 plus 2 fois moins 1 plus 4 fois moins 1, c'est égal à, donc ça donne 5, moins 2, moins 4, et donc ça, c'est égal à 5 moins 2 moins 4, ça nous donne moins 1. Donc, ça ne nous donne pas 17. Donc, on va dire or, moins 1 est différent de 17. Donc, eh bien, ça veut dire que A n'appartient pas à P1. Voilà qui est vérifié. Alors, pour la question petit b, on nous dit justifier que A n'appartient pas à la droite D. Voilà. Alors, on nous dit justifier. On pourrait, pour montrer que A n'appartient pas à la droite D, on pourrait mettre les coordonnées du point A ici, dans la représentation paramétrique de la droite D, et voir que finalement, il n'y a pas de T qui existe. Voilà. Mais on peut être un petit peu plus rapide, c'est pour ça qu'ils nous disent justifier simplement. On peut être plus rapide que ça, puisque finalement, on a prouvé avant que la droite D, eh bien, c'était la droite intersection de P1 avec P2. Donc, on a prouvé que la droite D était incluse dans le plan P1. Donc, si la droite D est incluse dans le plan P1 et que A n'appartient pas à P1, eh bien, A ne peut pas appartenir à la droite D, puisque la droite D, elle est entièrement à l'intérieur de P1. Donc, on peut dire ça. On va rédiger ça. Donc, D est incluse dans P1 et A n'appartient pas à P1. Donc, obligatoirement, A ne peut pas appartenir à D. Voilà. Donc, je répète une dernière fois. Si toute une droite est dans un plan, un point qui n'appartient pas au plan ne peut pas être sur cette droite. On passe à la question suivante. Alors, avant, bien sûr, si vous avez fait l'autre méthode, celle qui était de
de remplacer à l'intérieur de la représentation paramétrique et de regarder si vous aviez un t qui existait et qui donnait bien les coordonnées du point A. Donc si vous faites cette méthode-là, eh bien ça fonctionne. Donc vous allez trouver finalement qu'il n'existe pas ce fameux t qu'on recherche et que donc le point A n'appartient pas à la droite D. Et vous auriez tous les points également un jour de baccalauréat. Donc pour la question 4, pour tout réel t, on note M le point de D de coordonnées, ce qu'il y a là. On considère alors la fonction f qui à tout réel t associe am carré, c'est-à-dire qu'en fait f de t, eh bien c'est am au carré. Alors forcément la distance am carré dépend de t, c'est pour ça qu'on peut créer la fonction f qui a pour variable t équivaut à la distance am au carré, puisque la distance am, elle va dépendre effectivement des coordonnées du point A, qui sont 1, moins 1, moins 1, mais aussi les coordonnées forcément du point M. Les coordonnées du point M, on vient de dire qu'elles dépendaient de t. Alors au passage, les coordonnées du point M, on note M le point D, le point de D, de la droite D. La droite D, on avait bien dit qu'un point qui était sur la droite D avait pour coordonnées 1 plus 2t, moins t et 3 moins 2t. Donc c'est normal de retrouver ici 1 plus 2t, moins t et 3 moins 2t. La question qui est posée, c'est de démontrer que pour tout réel t, en fait, eh bien, f de t est égal à 9t carré moins 18t plus 17. Donc en fait, la question, c'est de trouver une expression de f de t, et f de t correspond à la distance am au carré. Donc nous, on va calculer la distance am au carré, et on va essayer de voir si on peut retomber sur cette expression. Alors, je recopie ce qui va me servir, c'est-à-dire les coordonnées de A et les coordonnées de M, puisque moi, je veux calculer la distance AM au carré. Alors, ça tombe bien, puisque la formule de la distance avec la racine carrée, eh bien, elle n'est vraie que dans les repères orthonormés, et il se trouve qu'on est dans un repère orthonormé. Alors, peut-être que je peux le signaler quand même, c'est encore mieux si je le signale au correcteur. Voilà, donc AM au carré. Alors, je vous rappelle, une distance AM, la formule dans l'espace dans un repère orthonormé, donc c'est xm moins xa au carré, plus ym moins yk au carré, plus zm moins za au carré. Donc finalement, si je calcule am au carré, eh bien ça me donne toute cette racine carrée au carré. Donc finalement, pardon, ça va me donner simplement eh bien, la somme des carrés ici. Donc ça me donne xm moins xa au carré plus ym moins yk au carré plus zm moins za au carré. Voilà, donc je vais pouvoir effacer maintenant cette formule ici, elle ne va plus me servir. Et donc ici, eh bien, je vais remplacer les coordonnées des points par ce qui m'a été donné dans l'énoncé. Donc finalement, je trouve donc xm, c'est 1 plus 2t, donc ça fait 1 plus 2t moins xa qui vaut 1, plus, alors tout ça au carré, bien sûr, hop, j'allais l'oublier. Ensuite, plus ym moins yk, donc ym, c'est moins t, moins yk qui valait moins 1, le tout au carré, plus zm, 3 moins 2t, moins za, donc moins 1, le tout au carré. Et donc maintenant, alors cette parenthèse ne sert à rien, je l'enlève tout de suite, et donc je me retrouve avec ce genre de calcul. Donc déjà, je vais essayer d'effectuer un tout petit peu, donc ça me donne 1 moins 1, donc ça s'annule, donc finalement ça donne 2t au carré, plus ici j'ai moins t plus 1, donc ça fait 1 moins t au carré, et ici je me retrouve avec 3 moins moins 1, donc 3 plus 1 ça donne 4, 4 moins 2t au carré. Donc maintenant, je vais devoir développer tout ça. Alors, 2t au carré, donc ça fait 4t carré. Le carré s'applique au 2 et le carré s'applique au t, puisque j'ai une multiplication. Plus, ici, je fais attention, 1 moins t au carré, c'est une identité remarquable. Donc, ça donne 1 au carré, donc 1. Moins 2 fois 1 fois t, donc moins 2t. Plus t au carré.
Plus ici, pareil, identité remarquable, a moins b au carré. Donc ça donne a carré, c'est-à-dire 4 au carré, c'est-à-dire 16. Moins 2ab, c'est-à-dire moins 2 fois 4 fois 2t. Donc finalement, 2 fois 4, 8. 8 fois 2, 16. Donc ça fait moins 16t. Donc je l'écris directement. Hein. Vous pouvez faire une table de calcul si vous voulez. Mais... Donc moins 16t et plus b au carré. Donc 2t au carré. Donc ça fait 2 au carré fois t au carré, c'est-à-dire 4t carré. Alors qu'est-ce que ça nous donne ça? C'est-à-dire que des t carrés, là il y en a 4, là il y en a 1 et là il y en a 4. Donc en tout il y en a 9. Donc ça fait 9t au carré. Ensuite les t, il y a moins 2t ici et moins 16t ici. Donc finalement ça fait moins 18t. Et ici mes constantes, donc j'ai 1 plus 16, donc ça va me donner plus 17. Alors la question c'est, est-ce que c'est ce que m'avait dit l'énoncé? Eh bien oui, pas de problème. L'énoncé m'avait dit qu'il fallait montrer que f de t c'était 9t carré moins 18t plus 17. J'ai montré qu'am au carré c'est 9t carré moins 18t plus 17. Donc c'est ce qu'il faut, hein, puisque am au carré n'est rien d'autre que f de t. Donc je vais conclure en disant que donc pour tout t appartenant à grand R, on voit encore, oui, f de t est bien égal à 9t carré moins 18t plus 17. On peut passer à la question 4b. Question 4b, démontrer que la distance AM est minimale lorsque M a pour coordonnées 3, moins 1, 1. Alors, on rappelle qu'on vient de voir juste avant que f de t qui vaut ça représentait en fait la distance AM au carré. Et donc, on cherche à trouver quand est-ce que la distance AM est minimale. Alors, la distance AM est minimale si et seulement si la distance AM carré est minimale. Puisque là, on parle de distance, on parle de nombres positifs. Donc, pour les nombres positifs, eh bien, plus AM est petit, plus AM au carré sera petit et inversement, plus le carré d'un nombre positif est petit, plus ça veut dire que le nombre qui était dedans est petit. Donc en fait, on cherche tout simplement quand est-ce que f de t, donc quand est-ce que AM au carré est le plus petit possible. Donc on va chercher le t qui fait que f de t est le plus petit possible. Alors pour trouver le t tel que f de t est le plus petit possible, eh bien il faut étudier la fonction f. Cette fonction f, c'est une fonction polynomiale de degré 2. Donc vous avez deux manières de voir les choses. Soit vous utilisez la théorie des polynômes du second degré que vous avez vu en première, soit vous redérivez cette fonction pour essayer de trouver son minimum. Alors un minimum, ça se trouve comment? Eh bien ça se trouve avec un tableau de variation. Si vous arrivez à faire un tableau de variation de la fonction f et que vous arrivez à prouver qu'elle est par exemple décroissante puis croissante, eh bien vous aurez trouvé ici le minimum de la fonction et vous aurez trouvé pour quel t eh bien, on a atteint ce minimum et on pourra sans doute répondre à la question. Donc le but c'est d'avoir un tableau de variation de la fonction f, donc encore une fois, deux méthodes. Soit vous faites avec les polynômes du second degré et la forme canonique que vous avez vue en première, soit vous passez par la dérivée de cette fonction et vous faites le tableau de variation de cette manière. Alors, je pense que vous êtes toutes et tous capables de faire très rapidement la méthode avec la dérivée, le signe de la dérivée. La dérivée, très rapidement, ça nous donnerait f' de t égale donc 9 fois 2t, donc 18t, moins dérivée de 18t, donc 18, dérivée de 17, 0. Donc, vous avez ça. Et la dérivée, rapidement, ici, vous pouvez voir qu'elle s'annule quand t vaut 1. Et vous pouvez faire rapidement tableau de signe de la dérivée et tableau de variation de la fonction. Bon, volontairement, je vais faire la méthode avec le polynôme du second degré et l'étude de première, puisque peut-être que vous ne vous en souvenez plus, et donc ça vous fera un petit rappel par rapport à la forme canonique. Donc, petit rappel de première, quand vous avez un polynôme du second degré qui s'écrit ax au carré plus bx plus c, donc avec a, b et c qui sont des nombres réels, eh bien le a est responsable de si la parabole qui représente
votre polynôme du second degré est ouverte vers le haut ou ouverte vers le bas. En l'occurrence, ici, vous voyez que le a qui vaut 9 est positif. Donc, comme le a est positif, la parabole va être ouverte vers le haut. Ensuite, deuxième chose, si on veut trouver maintenant les coordonnées du sommet, eh bien, il faut utiliser la forme canonique. La forme canonique, je vous rappelle, c'est l'écriture de ce polynôme sous la forme a fois x moins alpha au carré plus bêta, avec alpha qui correspond à l'abscisse du sommet et bêta qui correspond à l'ordonnée. Alors, comment on calcule alpha et bêta? Le alpha est égal à moins b sur 2a. Donc, vous voyez, on peut ici, en connaissant b et a, on peut tout à fait 2a, pas 20. Donc, si on connaît cette forme-là, on connaît b et a, on peut donc calculer directement alpha, c'est-à-dire l'abscisse du sommet, chose qu'on va faire ici. Et ensuite, pour avoir bêta, eh bien, on reprendra notre polynôme et on calculera tout simplement l'image de alpha. Donc, on fera f de alpha pour trouver bêta. Voilà. Donc, on a plusieurs choses à dire comme celle-là. Donc, je peux commencer par rappeler que f de t est un polynôme du second degré avec a, b et c, les coefficients que j'ai inscrits ici. Maintenant, je vais faire le calcul directement de alpha. Donc, alpha qui est égal à moins b sur 2a. Donc, ce qui va faire moins 18 sur 2 fois 9. Donc, moins par moins plus 18 divisé par 18. Et bien, finalement, on trouve 1. Donc, en fait, on a trouvé que notre parabole avait, comme ici, abscisse du sommet 1. Maintenant, on peut calculer l'ordonnée du sommet. Donc, bêta est égal à f de alpha, mais alpha vaut 1. Donc, f de 1 et f de 1. Donc, je reprends l'expression. Ça fait 9 fois 1 au carré moins 18 fois 1 plus 17. J'ai remplacé t par 1. Donc 9 fois 1, ça fait 9. 9 moins 18, ça fait moins 9. Et moins 9 plus 17, eh bien ça me donne 8. Donc finalement, j'ai trouvé les coordonnées du sommet. Alors maintenant, il va falloir savoir si la parabole est ouverte vers le haut ou vers le bas. Donc maintenant, pour terminer le tableau de variation de la fonction f, eh bien, il va falloir que je place alpha et bêta dans mon tableau de variation. Il va falloir que je rappelle que eh bien, la parabole est ouverte vers le haut, à cause du a qui vaut 9 et qui est positif. Donc, je le répète, or a est strictement positif. Donc, finalement, je peux faire le tableau de variation. Ça justifie le sens des flèches. Donc, ici, on est décroissant puis croissant. Et donc, le sommet a pour coordonnées 1 en abscisse et 8 en ordonnée. Vous voyez ici, on a bien au passage que f est une fonction qui est bien toujours positive. Heureusement d'ailleurs, parce que f, je vous rappelle, eh bien, c'est l'expression de am au carré. Donc voilà. Du coup, maintenant que j'ai obtenu ce tableau de variation que j'aurais pu obtenir en faisant l'étude de la fonction, en calculant la dérivée, j'aurais obtenu exactement le même. Alors au passage, on sait qu'ici on est sur une fonction polynôme de degré 2, donc on pourrait mettre les limites dans notre tableau ici. Eh bien, en tout cas, on sait que f, qui représente la distance au carré, est minimale quand t vaut 1. Donc ça veut dire que la distance est minimale lorsque t vaut 1. Donc on l'écrit, f admet donc un minimum pour t égale 1. Et donc, ça veut dire que AM au carré est minimal quand t vaut 1. Donc, ça veut dire que AM admet un minimum, lorsque t vaut 1. Voilà, AM est minimal pour t égale 1. Alors maintenant, on ne nous demandait pas de montrer que la distance était minimale pour t égale 1. On nous demandait de montrer que la distance AM était minimale quand M avait certaines coordonnées. Donc maintenant, on va se servir du fait que quand t vaut 1, on peut calculer les coordonnées du point M. Alors, je vais devoir effacer un petit peu au-dessus pour redécaler tout ça. Donc, je vais écrire cette dernière phrase, je vais la réécrire en haut et puis je vais poursuivre comme si j'écrivais en dessous. Voilà, donc je l'ai réécrit. AM est minimal pour t égale 1. Or, pour t égale 1, le point M a pour coordonnées, alors je vous rappelle, le point M, ses coordonnées, c'était 1 plus 2t, moins t et 3 moins 2t. Donc, je remplace t
par 1 là-dedans. Donc ça me donne 1 plus 2t, ça fait 1 plus 2 fois 1. Donc ce qui vaut au passage 3, hein, c'est ce qu'on voulait. Ensuite, moins t, ça donne donc moins 1. Et 3 moins 2t, donc ça donne 3 moins 2 fois 1. Donc pour t égale 1, m vaut ça. Donc la distance AM est minimale. Pour m qui a pour coordonnées, donc 1 plus 2 fois 1, ça fait 3, moins 1, et ici 3 moins 2, donc 1. Et c'est ce qu'on nous demandait de montrer, que la distance AM était minimale lorsque m avait pour coordonnées 3 moins 1, 1. Ce qu'on vient de faire. Donc, question 5. Question 5, si on note H le point de coordonnées 3 moins 1, 1, on veut démontrer que la droite AH est alors bien perpendiculaire à la droite D. Donc, pour montrer que deux droites sont perpendiculaires, il y a deux choses à vérifier. La première, déjà, c'est qu'elles sont séquentes. D'accord ? Si les droites ne sont pas séquentes, eh bien, quand bien même il y aurait une notion d'orthogonalité, on ne dirait pas qu'elles sont perpendiculaires. Et ensuite, il faut qu'elles soient orthogonales. Orthogonale, c'est que, eh bien, quand on prend un vecteur directeur de l'une, eh bien, il est orthogonal au vecteur directeur de l'autre. Voilà. Mais des droites orthogonales ne se coupent pas forcément. Hein. Par exemple, si je dessine un cube, hop, eh bien, vous avez cette droite-là qui est orthogonale à celle-là. Pour autant, dans l'espace, elle ne se coupe pas. Donc voilà, donc des droites orthogonales sont des droites qui ont des directions orthogonales, mais qui ne se coupent pas forcément, qui ne sont pas forcément séquentes. Si en plus elles sont séquentes, alors ça donne des droites perpendiculaires. Donc je vais devoir vérifier ces deux choses, qui sont donc les droites sont séquentes, et en plus, eh bien, elles sont perpendiculaires. Alors séquente, ça ne va pas être trop compliqué, puisqu'on me parle de la droite AH et de la droite D. Or, je sais que le point H, finalement, il a pour coordonnées 3, moins 1, 1, et ça, on se souvient que c'était le fameux point M qui faisait que la distance AM était minimale. Et le point M avait été choisi où? Le point M était choisi sur la droite D. Donc en fait, je sais déjà que le point qui vient de m'être montré correspond à un point de la droite D. Donc je sais que H appartient à D. Donc je sais déjà que AH et D sont séquentes, puisque j'ai trouvé le point d'intersection. Le point d'intersection, c'est H. Voilà, donc le côté séquente, ça va être réglé rapidement. Ensuite, on va parler du fait qu'elles sont orthogonales. Donc pour rédiger ça, on va dire H appartient à D. Donc ça, c'est d'après la question précédente. Hein. D'après la question, c'était la question 4b. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, on va aussi dire que H appartient à AH par définition. H appartient à la droite AH par définition. Quand vous donnez le nom d'une droite avec un des points, le point appartient forcément à la droite. Donc on va dire par définition. Donc finalement, H va être le point d'intersection de la droite D et de la droite AH. Alors comment on est sûr qu'il n'y a pas plusieurs points d'intersection pour la droite AH et la droite D? On sait que le point A, souvenez-vous, on avait justifié que le point A n'appartenait pas à la droite D. D'accord? Donc la droite AH et la droite D ne sont pas des droites qui sont confondues. Donc ça veut dire que si on trouve un point d'intersection, c'est l'unique point d'intersection de ces deux droites. Donc maintenant, il nous reste à démontrer que, alors bon, déjà je vais finir ça, donc H est le point d'intersection de AH et D. Voilà.
Donc maintenant qu'on a démontré ça, il va falloir démontrer que maintenant les droites AH et D sont orthogonales. Alors, pour montrer que les droites AH et D sont orthogonales maintenant, je vais prendre un vecteur directeur de AH, un vecteur directeur de D, et je vais montrer que leurs vecteurs directeurs à chacune de ces deux droites sont orthogonaux. Ça voudra dire que les droites sont orthogonales. Donc, il me faut un vecteur directeur de AH. Un vecteur directeur de AH, par exemple, c'est le vecteur AH. Donc, pour calculer les coordonnées du vecteur AH, je vais prendre les coordonnées du point H. Les coordonnées du point H, on les a, c'est 3, moins 1, 1. Et je vais retirer les coordonnées du point A. Coordonnées du point A, c'est dans l'énoncé, pardon, c'est 1, moins 1, moins 1. Donc 1, moins 1, moins 1. Donc finalement, le vecteur AH a pour coordonnées 3, moins 1, 2, moins 1, moins 1, donc moins 1 plus 1, 0, moins 1, moins 1, donc moins 1 plus 1, 2. Donc ce vecteur est directeur de AH. Il me reste à trouver un vecteur directeur de D, mais D, je connais une représentation paramétrique de D, donc je sais que je peux lire un vecteur directeur en prenant les coefficients qui accompagnent le paramètre T. Donc 2, moins 1 et moins 2. Donc je vais pouvoir donner un nom à ce vecteur, donc le vecteur U, de coordonnées 2, moins 1 et moins 2, est directeur de la droite D. Du coup, il ne me reste plus qu'à montrer que ces deux vecteurs, U et AH, sont orthogonaux. Je vais utiliser le produit scalaire, et plutôt la formule même analytique du produit scalaire, c'est-à-dire la formule qui utilise les coordonnées. Donc vous savez, quand je fais le produit scalaire de deux vecteurs, si le repère est orthonormé, je peux dire que ce produit scalaire vaut 2 fois 2, plus moins 1 fois 0, plus moins 2 fois 2. Donc je vais bien rappeler quand même que le repère est orthonormé avant d'appliquer cette formule. Donc je le dis, le repère est orthonormé donc. Donc ça veut dire que si je calcule le produit scalaire de AH avec le vecteur U, je peux utiliser la formule avec les coordonnées. Donc ça va me donner 2 fois 2 plus 0 fois moins 1 plus 2 fois moins 2, ce qui est donc égal à 4 plus 0. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Et donc, c'est égal à 0. Donc, j'ai bien le produit scalaire de AH avec U qui est nul, ce qui veut dire que les vecteurs AH et U sont orthogonaux. Et donc, si les vecteurs AH et U sont orthogonaux, comme AH et U dirigeaient la droite AH et la droite D, ça veut dire que les droites AH et D sont orthogonales. Et si les droites AH et D sont orthogonales et que, en plus de ça, elles ont un point d'intersection, eh bien, ça veut dire qu'elles sont orthogonales et séquentes, ça veut dire qu'elles sont perpendiculaires. Et voilà qui vient conclure, du coup, cet exercice de géométrie dans l'espace. Voilà, on a fini. Donc, vous voyez, comme promis, pas de grosse surprise sur ce sujet, à part peut-être la petite étude du polynôme du second degré, mais c'est déjà paru dans d'autres sujets. Donc, continuez à en faire, c'est quelque chose qui peut vraiment retomber. À bientôt!